Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'ouverture atlantique et les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Nous sommes au 15e et 16e siècle, et justement nous sommes dans le thème 2 de votre programme d'histoire de seconde, thème 2 qui traite des 15e et 16e siècles et qui traite du nouveau rapport au monde et d'un temps de mutation intellectuelle. Le premier chapitre de ce thème est celui que nous allons traiter, donc sur l'ouverture atlantique et les conséquences de la découverte du Nouveau Monde, alors que le second chapitre traitera des changements intellectuels. C'est un autre tutoriel. Et on traitera surtout dans ce second chapitre de la Renaissance, de l'humanisme et de la naissance du protestantisme. Mais revenons donc à notre ouverture atlantique. Que se passe-t-il? Nous sommes au tournant des 15e et 16e siècles, et premier point, les Espagnols et les Portugais partent à la découverte de nouveaux mondes. Tout d'abord, il y avait un idéal qui était d'aller en Orient. En effet, des chroniqueurs, souvent des marchands, par exemple le marchand vénitien Marco Polo, ramènent d'Orient des chroniques, dont le livre des merveilles, écrit par Marco Polo en 1298, dans lesquels il y a des merveilles en Orient et des trésors, de l'or, mais également des produits manufacturés que nous n'avons pas ici, comme en Europe, comme par exemple du papier ou des poudres. Cette volonté d'aller en Orient se traduit par un début de course à l'Orient entre deux nations, les deux nations ibériques, les Espagnols et les Portugais. Ces deux nations ont comme volonté de passer par les mers. En effet, la mer Méditerranée est bloquée à l'est, depuis, comme on le voit sur cette carte, que l'Empire ottoman a conquis la ville de Constantinople au détriment des Byzantins, et les routes de la soie sont fermées aux Européens, et surtout, les Espagnols et les Portugais sont en guerre contre l'Empire ottoman, guerre qui connaîtra son apogée en 1571 avec la bataille de Lépante qui marquera la victoire des Espagnols et des Portugais. Mais nous n'en sommes pas là, nos Espagnols et nos Portugais au milieu du XVe siècle sont en pleine reconquista et se libèrent des musulmans qui tenaient encore le sud de l'Espagne et les Nasrides de Grenade chutent en 1492, date d'ailleurs de la découverte de l'Amérique. Seulement, ces nations ibères sont des nations maritimes. Les Aragonais étaient déjà partis à la conquête de la Corse et de la Sardaigne, mais les voilà, et les Portugais en tête avec le premier roi Henri le Navigateur au milieu du XVe siècle, partent à l'assaut des côtes africaines. L'idée des Portugais est de faire le tour par le sud, et comme on le voit sur cette carte, et de rejoindre le cap de Bonne-Espérance. C'est chose faite en 1488, et Barthélemy Dias atteint le cap de Bonne-Espérance, et donc est le premier à mettre l'ancre dans l'océan Indien. En face, les Espagnols, donc les Espagnols qui viennent juste de naître, avec le mariage de la reine de Castille et du roi Isabelle et du roi d'Aragon Ferdinand, le royaume d'Espagne, donc qui vient de naître de l'union de ces deux royaumes, a une autre idée. Enfin, il n'a pas une autre idée, il a pris un marin, qui est un marin génois, qui est le très célèbre Christophe Colomb, qui lui a l'idée de passer par l'ouest. En effet, les Européens, sachant que la Terre est ronde, ont l'idée de pouvoir passer par l'ouest pour atteindre directement Cipango, le Japon, ou même les terres de Chine, ou les terres des Indes, et c'est une idée qui est répandue. Sauf que les calculs de Christophe Colomb sont faux, d'ailleurs, ce que les Portugais avaient anticipé, et la Terre est 2 fois plus grosse que Christophe Colomb l'anticipait, et du coup, Christophe Colomb n'arrivera jamais aux Indes, mais ça, c'est la suite de l'histoire. Nous avons donc ces deux nations qui se font la course, mais les Espagnols vont faire une découverte exceptionnelle par l'intermédiaire de Christophe Colomb, qui avec ses 3 caravelles, partis en 1492, la Santa Maria, la Niña et la Pinta, arrivent aux Bahamas, le 10 octobre 1492. Persuadé de trouver les Indes, il fait une île, 2 îles, plusieurs îles, dont Saint-Domingue actuel, mais il reste dans les Caraïbes, et il rentre persuadé d'avoir découvert les Indes au terme de cet océan. Le voyage a été long, mais pour Christophe Colomb, il les appelle les Indiens et il se fait nommer vice-roi des Indes par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, et il retourne pendant 3 voyages dans cette zone. Seulement, Christophe Colomb ne mettra jamais le pied sur ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant le continent américain. Il restera cantonné à la zone Caraïbe et il ne découvrira pas les amas de richesse qu'il voulait. Il découvrira du tabac, mais il ne ramènera pas d'amas de richesse. C'est seulement après lui, Amerigo Vespucci, un conquistador, enfin plutôt un cartographe, qui ramènera la connaissance de l'Amérique et montrera que ce n'est pas le même continent, c'est un autre continent qui
a été découvert, qui prendra le nom de son cartographe, Amerigo Vespucci, et qui deviendra l'Amérique. À partir de ce moment-là, commence la colonisation espagnole. Les découvertes s'enchaînent. Les Portugais atteignent le Brésil en 1500 avec Cabral, et les Portugais passent également le cap de Bonne-Espérance et atteignent les Indes en 1497 avec Vasco de Gama. Les Portugais découvrent donc la vraie route des Indes, même si le voyage est fort long, et ils commencent à coloniser, à mettre leur premier comptoir dans les Indes. Ils poursuivent leur chemin et en 1512 atteignent les Moluques, îles aux Épiles et la Chine et le Japon vers 1520. Les Portugais ont donc exploré l'intégralité de l'océan Indien avec leurs bateaux. De leur côté, les Espagnols entament la circulation circumterrestre et, avec Fernand de Magellan, partent à l'extrême sud de l'Amérique du Sud et doublent le Cap Horn, qui à ce moment-là s'appelle Détroit de Magellan. Le Détroit de Magellan est un petit canal un peu avant le Cap Horn, et rentrent dans l'océan Pacifique. Ils atteignent également les Philippines. Magellan d'ailleurs est tué dans cette zone, et c'est son second Elcano qui rentre en Espagne. Et ce voyage espagnol est important, non pas parce que la colonisation des Philippines s'effectue à ce moment-là, mais parce que c'est la première fois que les Européens font le tour de la Terre et vérifient physiquement et réellement la rotondité de la Terre. C'est une découverte, c'est une nouveauté quand même dans l'humanité. Et à partir de ce moment-là, on va dire qu'il y a un élargissement du monde géographique connu par les Européens. Et c'est ce sur quoi nous allons terminer dans ce dernier point sur la découverte du monde. En effet, les découvertes des Espagnols et des Portugais changent considérablement la représentation du monde. Il y a une amélioration de la cosmographie, donc de la représentation du monde, et plus précisément de la représentation de la Terre. En effet, on voit sur ces trois cartes une grande évolution dans la précision, et on se rapproche de ce que nous connaissons actuellement. Il y a également un élargissement du monde, dans le sens où les parties de la planète connue sont largement élargies. Après 1520, les seuls espaces qu'on ne connaît pas sont les grands nord, arctiques, également les grands sud, l'Antarctique et l'Australie. Pour le reste, quasiment toute la planète est connue, et c'est une avancée importante d'un point de vue de la connaissance du monde. Ensuite, ce qui évolue du point de vue de la connaissance du monde, c'est également la découverte de nouvelles civilisations, de nouveaux peuples qui remettent en cause l'idéal européen. En effet, les Européens découvrent du maïs, des tomates, du tabac, des pommes de terre et des animaux qu'il n'y a pas, comme le dindon, des Indes, donc le dindon, les dindes, qui n'existent pas en Europe. Et ça, c'est très étonnant et ça intéresse beaucoup les biologistes et les naturalistes. Montaigne dira, notre monde vient d'en trouver un autre, un monde différent, un nouveau monde. Et ça, c'est la découverte d'une altérité qui pose beaucoup de questions. Sont-ils des hommes? Doivent-on les convertir? C'est ce qui nourrira notamment la controverse de Valladolid. Nous passons donc maintenant à la colonisation. On trouve de nouvelles terres grâce à des navigateurs, mais le but n'est pas naïf. Pourquoi ils sont partis coloniser? Alors, avant de rentrer dans la colonisation en tant que telle, on va dire pourquoi ils sont partis coloniser. Dans la lettre qu'Isabelle de Castille donne à Christophe Colomb, le mandat qu'il a, il y va tout d'abord pour convertir et pour répandre la parole chrétienne. En effet, les royaumes catholiques, qui sont en pleine reconquista, convertissent les populations musulmanes et sont dans une dynamique extrêmement religieuse. Et donc, ils souhaitent une conversion et il y a une dynamique religieuse, une forme de nouvelle croisade post-Moyen-Âge. Mais il y a également la volonté de récupérer des métaux précieux et d'exploiter. Nous partirons donc dans une colonisation d'exploitation, logiquement, et non dans une colonisation de peuplement. La colonisation de peuplement a pour but d'exporter une population trop nombreuse vers la colonie, ce qui sera le cas des Anglais et des Irlandais vers les États-Unis notamment. La colonisation d'exploitation ayant pour but d'envoyer le plus faible nombre possible de métropolitains pour exploiter les richesses et les ramener. Nous partons donc dans la constitution d'empires coloniaux dans le but d'une colonisation d'exploitation. Alors comment sont constitués ces empires coloniaux? Ces empires coloniaux sont constitués par des conquistadors qui ont un territoire qui leur est donné par la couronne espagnole pour s'approprier le territoire. Ces conquistadors, comme Hernán Cortés, Pizarro ou d'autres, deviennent ensuite vice-rois et créent des formes de sous-royaumes
qui sont des colonies. Alors l'Espagne crée un immense empire en Amérique du Sud avec le Mexique, conquis par Hernán Cortés, qui détruit Tenochtitlan et la civilisation aztèque, mais également d'autres conquistadors, comme Quesada qui conquit la Colombie actuelle, et Pizarro qui atteint le Machu Picchu, Cusco et les Incas au Pérou actuel. Et du coup, ces empires gigantesques entraînent une rivalité rapidement entre les Espagnols et les Portugais. Bon, seulement, dès 1494, le traité de Tordesillas règle la limite entre les deux, et aux Amériques, comme on le voit sur cette carte, à l'est du méridien décidé, de la ligne de démarcation du traité, c'est les Portugais qui ont un droit de colonisation, donc en Afrique, à ce moment-là, au Brésil, mais également aux Indes, et à l'ouest, donc au Pérou, au Mexique actuel, mais également aux Philippines, c'est les Espagnols qui ont un droit de colonisation. Les conquistadors détruisent rapidement et conquièrent extrêmement rapidement ces espaces, et la résistance des peuples locaux est assez faible, et c'est la destruction totale de ces civilisations. La destruction est une défaite militaire, de populations extrêmement étonnées de voir des armes à feu, mais également d'une population décimée par le choc microbien et par du coup des épidémies terribles de variole chez les Amérindiens qui meurent assez rapidement. En plus de la variole et de la rougeole et de ce choc microbien, les Espagnols exploitent les populations locales. Elles les font travailler. Les colons ont une encomendia, c'est-à-dire un pouvoir de commandement sur les Indiens, sur un territoire donné, à condition que on observe une conversion des populations. Et du coup, les populations sont exploitées. Alors c'est un quasi-esclavage, il faut être clair, qui s'opère sur ces populations indiennes qui sont rapidement extrêmement décimées. Cette situation des Amérindiens est tragique, et on a souvent des gravures comme cette gravure où on voit les Indiens exploitant nus à l'intérieur des mines de Potosi, qui sont des mines d'argent au Pérou, le minerai et le ressortant pour les Espagnols. Cette description de la difficulté de la vie des Indiens est bien connue. Ces civilisations disparaissent quasiment, assez rapidement, et elles ne gardent qu'un peu moins de 10% de leurs effectifs 50 ans après l'arrivée des Espagnols. Ces populations font l'objet d'une controverse, car en effet, certains Européens considèrent que ces êtres sont des hommes et qu'ils doivent être convertis au christianisme. Aussi, l'esclavage ne saurait être admis pour ces nouvelles populations, et la controverse de Valladolid, qui est un de vos points de passage, met en avant ce débat. Dans cette controverse, Las Casas, religieux qui a été dans le Nouveau Monde et qui a été aux Indes, demande et tente de convaincre Charles Quint de lancer cette controverse pour faire en sorte que les Indiens soient considérés comme des hommes et qu'on cesse l'esclavage des Indiens. En face de lui, Sepúlveda, un juriste espagnol, qui d'ailleurs est précepteur de Philippe II, qui sera ensuite le roi d'Espagne après Charles Quint. Sepúlveda va défendre le point de vue inverse, et notamment sur des arguments de l'ordre économique, va demander à ce que les Indiens puissent être exploités en esclavage, car sinon la colonisation serait beaucoup trop chère à effectuer pour les conquistadors. Le statut de l'encomendia étant un intermédiaire finalement qui ne réduit pas les Indiens en esclavage, mais qui donne une possibilité de commandement par les Espagnols qui leur donne des pouvoirs extrêmement élargis. Finalement, devant la réduction de la population indienne, ce qui se met en place, c'est la traite négrière et l'importation d'esclaves d'Afrique, mais ça on le verra dans la dernière partie. Nous partons donc dans une colonisation d'exploitation, après la conquête de ces espaces, donc nous allons voir maintenant la colonisation d'exploitation. Cette colonisation d'exploitation se traduit par la mise en place d'un système marchand. Donc le commerce qui était auparavant centré sur la mer Méditerranée, avec la puissance vénitienne ou même Anvers en mer du Nord, change totalement et devient
centré sur l'Atlantique. Les Espagnols et les Portugais ont des ports qui grossissent, Lisbonne pour les Portugais et Séville pour les Espagnols, et le commerce se centre autour de ces ports. Les flottes deviennent de plus en plus importantes et des expéditions de navires, de 15 à 20 navires, partent en convoi tous les ans en direction de l'Empire espagnol pour acheminer des aliments, de la quincaillerie, et en retour, on récupère l'argent, le café et le sucre, et on le ramène à Séville. Un bateau fait même tous les ans l'aller-retour entre Manille et Acapulco pour récupérer les marchandises des Philippines. On exploite du mercure, de l'argent, de l'or, et également du sucre. Mais au début, c'est essentiellement des minerais qui sont exploités. La quantité d'or ramenée augmente très rapidement, et le port de Séville devient florissant. La Casa de Contratación devient un port très important dans lequel arrivent les produits, et les quantités d'or reçues sont gigantesques. Les Portugais font de même avec Lisbonne, mais les Portugais vont mettre en place une économie sucrière largement développée. L'économie sucrière du Portugal s'était d'abord développée à Madère, puis ensuite à Sao Tomé dans le golfe de Guinée, et progressivement, dès le milieu du XVIe siècle, les Portugais exploitent au Brésil des immenses engenhos, qui sont des moulins à sucre, qui sont accolés à des sesmarias, qui sont des grandes exploitations sucrières, dans lesquelles travaillent des esclaves noirs ramenés dans la traite négrière. Le nombre d'esclaves ramenés augmente extrêmement rapidement, et cette traite se fait dans l'océan Atlantique de manière déjà triangulaire, avec un départ vers l'Angola ou vers le golfe de Guinée. Ensuite, on ramène les esclaves au Brésil et le bateau rentre chargé en Europe. Ensuite, ce sont les Anglais et les Français qui généraliseront et intensifieront ce système pour ramener aux Antilles et dans le sud des États-Unis actuels les esclaves. Les Portugais vont même servir de négrier pour les Espagnols et donner des esclaves. Ce régime s'appelle le régime de l'Asiento, et le roi d'Espagne donne un monopole aux Portugais pour donner des esclaves en échange de pouvoir avoir le droit de commercer, d'avoir l'accès à certains ports. Ce système donc d'exploitation marche relativement bien au XVe, au XVIe surtout, au XVIe et au début du XVIIe siècle. Seulement rapidement, les Anglais et les Français vont pousser les Espagnols, même les Hollandais et les Portugais dehors. Surtout les Espagnols dans un premier temps. Les colonisations anglaises et françaises débarquent dans les Caraïbes, avec dans un premier temps des corsaires qui pillent les bateaux espagnols, mais ensuite de véritables colonisations. Les Français colonisent la Nouvelle-France et les Anglais débarquent dans les premières colonies américaines. Progressivement, les colonisateurs espagnols et portugais sont mis en difficulté. C'est d'abord aux Antilles, mais c'est surtout en Amérique du Nord, comme cette carte, où les Français et les Anglais prennent de plus en plus de place. Donc voilà pour ce tutoriel. J'ai été assez rapidement. Il y a beaucoup de points de passage et d'études de cas à connaître. Donc pour cela, il faudra vous reporter à vos manuels. J'ai balayé le vocabulaire principal. Le monde a donc grandement changé. En 1570-1580, les Espagnols et les Portugais sont à l'apogée de leur puissance et ils ont permis une découverte majeure du monde. Ils ont mis en place une colonisation généralisée et massive des terres qu'ils ont colonisées. Ils ont détruit des civilisations et ils ont découvert de nouveaux produits qu'ils exploitent. Tout cela montre un grand changement et un grand élargissement du monde. Voilà pour l'ouverture atlantique et ses conséquences. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.